Ensuite arrive le Covid. Enfin, pas vraiment en France encore, mais on commence à en entendre parler. Ça part en Chine, c'est en Asie, puis ça se rapproche doucement de la France. Doucement mais sûrement, on commence à avoir quelques cas en France, mais vraiment pas grand-chose. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était éveillé dans ma tête, dans mon cerveau, comme s'il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Et je me dis, en entendant parler de ce Covid et en entendant les chiffres, l'évolution, que ça va évidemment arriver en France, que ça risque d'être très grave au vu de ce qui se passe partout dans le monde, et surtout dans les premiers pays qui ont été touchés. Et je me dis que ça sera jamais comme avant, et qu'il va vraiment se passer quelque chose qu'on n'a jamais vécu. C'est quelque chose que je me dis très tôt, j'en parle très rapidement à mes amis, j'essaie de les alerter sur les conséquences qu'il peut y avoir. Je me rappelle que très tôt, je vais faire des stocks de bouffe. Non pas que je me dise qu'il va manquer de bouffe, mais c'est juste que je comprends très rapidement qu'on risque d'être confiné et que du coup l'accès à tout ça risque d'être rationné ou alors euh, voilà, vraiment compliqué. Et donc j'ai pas envie de rentrer dans ce modèle-là où je vais devoir faire la queue pour acheter ma bouffe. Donc je fais des stocks de bouffe, alors des trucs basiques, des pâtes, du riz, ce genre de choses, histoire de pouvoir manger euh, des choses quand j'en ai besoin sans avoir besoin de faire des courses pour autant. Et c'est vrai que on va se moquer de moi assez rapidement en me disant mais non, il y aura pas de confinement, il y aura rien, tout va bien se passer, etc., etc. Et mais moi, au fond de moi, je suis persuadé que ça va vraiment être compliqué, euh, notamment en France, et que ça arrivera dans tous les cas. Et donc, j'essaie de me préparer un maximum à ce qui va arriver. Et, euh, et je commence à être de plus en plus, je dirais, actif, à être dynamique, je dirais. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui change en moi, mais je sais pas vraiment expliquer. Certains diront que j'étais parano, mais est-ce que faire de la prévention, je dirais, sur quelque chose qui va se passer et qui s'est passé, c'est de la parano ou juste du réalisme? Ça, c'est un débat, mais j'étais vraiment vif et très dans l'analyse et très dans l'écoute de ce qui se passait. J'analysais les chiffres, je regardais l'évolution des chiffres au quotidien et je faisais des estimations pour savoir quand est-ce que ça allait arriver en France. Et au final, ces estimations-là, elles ont été quand même relativement précises. Euh, donc à ce moment-là, j'étais toujours en colocation avec mon pote en région parisienne et en fait mes parents ils avaient acheté un appartement à Paris qui avait été rénové et qui venait de se libérer au même moment. Donc je me dis bon bah ça peut être pas mal d'être à Paris. En plus de ça, ma copine à ce moment-là était à Paris. Donc je me dis oh, ça peut nous rapprocher et comme ça il y avait quelques travaux à faire dans l'appartement. Comme ça je ferai les petits travaux qui restent à faire. Ça m'occupera et puis voilà. Donc à ce moment-là, j'arrive dans l'appartement à Paris. C'est la veille du premier confinement. J'arrive dans un appartement complètement vide, avec juste mes valises. Il y avait aucun meuble, etc. Fallait complètement tout meubler. J'avais rien à ramener de l'appartement parce que c'était pas la maison dans laquelle j'étais avant, parce que c'était pas possible. J'avais pas de camion, etc. Donc j'ai ramené vraiment le strict minimum, c'est-à-dire donc les affaires et de la bouffe. Et tout le reste, j'ai commandé sur Amazon. C'est un moment où on pouvait pas sortir, mais on pouvait recevoir des choses qu'on commandait sur Internet. Donc j'ai tout arrivé évidemment compte-gouttes, mais au final, j'ai pu avoir tout ce dont j'avais besoin pour vivre dans l'appartement. Donc j'arrive en confinement dans cet appartement complètement vide et je suis au chômage technique à ce moment-là parce que évidemment à cause des premiers cas qui apparaissent dans l'entreprise, on nous demande de faire du télétravail si c'est possible, mais tout en restant à distance évidemment. Et dans mon cas, c'était pas possible de faire du travail étant donné que j'avais un travail technique. Je devais suivre des projets sur place, donc moi on m'a mis en chômage technique. Euh, donc c'est un moment où aussi je parle avec mon pote Yann, évidemment assez souvent, et je lui demande comment ça va, etc. Et lui, sa sœur est infirmière dans un hôpital,
en région parisienne, et il me dit que c'est vraiment la merde dans les hôpitaux, qu'ils ont pas de protection, ils en ont de moins en moins, et que du coup, sa sœur, elle est vraiment en flip. Donc lui qui est très bricoleur, très technique, il est des imprimantes 3D. On avait acheté aussi des machines en commun pour nos projets qu'on avait eu ensemble, notamment une machine laser. Donc on est vraiment bien équipés, hein. On bricole tous les deux énormément et on a tous les deux énormément d'outils et je dirais de savoir-faire quelque part, de par les projets qu'on a pu avoir. Et, euh, et donc euh, et donc il me dit que sa sœur et globalement l'hôpital, ils ont de moins en moins de protection et qu'ils commencent à lui fabriquer des masques. Donc il imprime une structure avec imprimante 3D et il va mettre des filtres dedans pour pouvoir faire un masque. Et il va aussi faire des visières. Apparemment, il y avait une grosse demande de visières chez les hôpitaux parce qu'ils se faisaient plus ou moins cracher dessus par les patients. Évidemment, c'était très dangereux, donc il fallait protéger la tête complète. Donc, il fabrique une première visière avec les moyens du bord. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu comme ça que commence aussi, je dirais, notre histoire en commun avec Yann. Parce que rapidement, moi, je suis au chômage du coup technique, donc je vais aller le voir. Et je vais aller le voir et il va montrer ce qu'il a fait et on va commencer justement à en parler ensemble. Il m'explique qu'il y a une grosse demande et qu'il voudrait justement le produire pour l'hôpital où travaille sa sœur. Donc on réfléchit ensemble, on fait des premiers prototypes et assez rapidement on trouve des solutions, je dirais, rapides à fabriquer et vraiment pas chères avec notre machine laser. Donc en gros on découpe des plaques à plat, c'est très rapide, ça coûte rien. Et avec les bons matériaux, on arrive à faire quelque chose vraiment de très, très pratique à porter, très confortable, et en plus de ça, qui respecte les différentes normes imposées par l'hôpital, notamment en termes de nettoyage pour les visières. Parce qu'évidemment, les visières, faut qu'elles soient désinfectées. Et, euh, et voilà. Et à ce moment-là, il existe d'autres solutions qui sont développées un peu à droite à gauche. Il y a ce qu'on appelle des makers, c'est-à-dire des gens un peu comme nous qui bricolent pas mal, qui ont développé des solutions d'imprimantes 3D, des visières notamment en imprimante 3D. Mais le gros problème de ça, c'est que c'est très cassant. C'est impossible à nettoyer parce que tout ce qui est imprimé en 3D, c'est très poreux. Donc, ce qui fait que les hôpitaux en sont pas forcément très fans. Et donc, on va commencer à produire des premières versions pour cet hôpital-là, et ils vont nous faire des retours vraiment positifs. Et là, on va comprendre qu'il y a un besoin. Donc, on va commencer à produire un peu plus, et on va se renseigner de s'il existe un peu, je dirais, des groupes Facebook, ce genre de choses, pour pouvoir partager nos idées et voir si on peut mettre en commun des choses. Et assez rapidement, on voit qu'il y a un site qui a été fait par l'État qui recense justement tous ces projets de mise à disposition de matériel médical pour protéger les soignants, notamment. Et on se rend compte qu'il y a un consortium qui a été du coup mis en place. Donc un groupement de personnes dont leur but est de proposer justement et de développer des solutions de protection individuelle pour les hôpitaux et les soignants. Donc on se rapproche d'eux assez rapidement, on leur explique que nous on a une solution euh, euh, qui fonctionne bien, qui est efficace, qui est pas chère, qui est très rapide à fabriquer, on peut en fabriquer des milliers par jour. Et donc on aimerait bien mettre ça en commun. On leur explique aussi qu'on a déposé le design à l'INPI pour éviter qu'il y ait aucune récupération. Ce qu'on voulait éviter, nous, c'est que des gens récupèrent les plans pour pouvoir produire et vendre cette solution. Donc, on voulait garder la propriété, je dirais, de l'idée du design pour pouvoir justement contrôler un peu qui utiliserait euh, cette solution et éviter que quelqu'un récupère pour en faire du business. Donc, on se rapproche de ce consortium-là. Je contacte plusieurs personnes, j'envoie des mails et on m'explique doucement que, étant donné que la solution est protégée, étant donné que eux, ils veulent développer leur propre solution, ils souhaitent pas aller plus loin avec nous. Nous, on comprend pas. On leur explique que nous, on les autorise à produire suivant notre design, il n'y a aucun problème. Nous, ce qu'on veut simplement, c'est augmenter la cadence, avoir accès à plus de machines et mettre en commun les forces. Mais on comprend que eux veulent trouver leur solution et un peu
se lancer des fleurs. Donc on laisse rapidement tomber. À la suite de ça, on se dit que ça serait intéressant de connaître le besoin réel. Donc je fais un site rapidement. À ce moment-là, je sens que j'ai de plus en plus d'énergie. Je commence à dormir de moins en moins. Je travaille énormément. Je me lève très tôt. Je passe ma journée justement à bricoler avec Yann, à faire le site, à contacter beaucoup de personnes, à contacter des anciens collègues, à contacter des dirigeants de différentes sociétés pour demander de l'aide, etc. Et donc je fais ce site qui avait pour but de recenser le besoin et aussi de proposer de l'aide pour ceux qui voulaient aider le projet. Et je me rappelle que je fais un premier post sur Facebook qui avait été partagé, je crois 15 000 fois ou 20 000 fois. Ça avait vraiment pris une ampleur de dingue. Ce post demandait juste aux gens de décrire leurs besoins sur le site, s'ils avaient un besoin. Et on reçoit des milliers de demandes sur le site. C'est impressionnant, des milliers de demandes de soignants, de policiers, de pompiers, de mairies, vraiment de tous les côtés, partout en France. Et on se rend compte qu'il y a une demande énorme pour les protections individuelles, donc soit pour les masques ou pour les visières qu'on produit nous de notre côté. On reçoit des messages déchirants, vraiment déchirants, de la part des soignants. Je me rappelle pleurer devant mon écran en lisant les messages. Je les ai encore et à chaque fois je les relis. C'est vraiment déchirant. C'est vraiment un appel au secours des soignants qui ont plus rien pour se protéger, qui nous expliquent qu'ils ont plus aucun de pays, qu'ils ont plus de masques, qu'ils ont plus de blouse. Donc ils demandent des solutions. Et on comprend bien qu'ils sont un peu délaissés par l'État à ce moment-là. Donc nous, on se dit que ok, donc il y a un énorme besoin, on reçoit des milliers de demandes, ça n'en finit pas, et on se dit ok, faut qu'on arrive à monter une équipe pour produire, en dépendant de personne, et que ça soit évidemment complètement gratuit et bénévole. Donc on monte une équipe, on trouve des personnes qui ont des machines de par leur travail, et donc on produit des milliers de visières. On a une équipe aussi qui livre les visières directement aux hôpitaux. Et on a évidemment des autorisations de déplacement à ce moment-là pour pouvoir évidemment se déplacer et pour pouvoir livrer tout ça aux soignants et aux hôpitaux. On est vraiment dans une atmosphère, je dirais, d'urgence parce qu'on se dit qu'on a besoin de produire beaucoup pour protéger un maximum de personnes. Donc là, je dormais déjà plus beaucoup, mais là, vraiment, je commence à faire des nuits de quelques heures, des fois 3, 4 heures, 5 heures. Et je passe ma journée à travailler. C'est une période où je perds pas mal de kilos, parce que je mange de moins en moins. Je prends pas le temps de manger parce que je travaille. Et j'ai vraiment le cerveau en ébullition. J'ai un débit de parole qui est 2 fois plus rapide que d'habitude. On a souvent du mal à me suivre et on me le dit souvent. On me dit parle moins vite, parle moins vite. J'ai l'impression d'être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intelligent. C'est vraiment quelque chose que je ressens. J'ai l'impression que mon cerveau fuse, que les idées fusent et que j'ai toujours de l'avance sur la réflexion. C'est-à-dire qu'en gros, comme si un peu je jouais aux échecs et que je savais ce qui allait se passer dans 1, 2, 3 étapes et que du coup, j'arrivais à vraiment sauter des étapes et à voir plus loin. Vraiment voir plus loin et être ultra lucide dans mes prises de décision. Et donc voilà, donc c'est vraiment une période où j'ai cette dynamique et ça se voit, hein, tout le monde me le dit. Tout le monde me dit que je parle très vite, qu'on dit qu'on a du mal à me suivre dans mon raisonnement parce que je, je réfléchis beaucoup plus vite que d'habitude. Et mais ça se passe bien globalement. J'ai pas de problème particulier. J'ai juste maigri un peu. Je suis juste plus dynamique que d'habitude, mais ça, je dirais, ça éveille personne. Donc je continue dans cette un peu hyperactivité quotidienne, qui est un peu en déphasage avec, je dirais, 99% des gens qui restent chez eux en confinement.
Moi, au contraire, je suis en hyperactivité et je travaille sur tous ces projets-là en même temps. J'organise des équipes un peu partout en France. J'essaie de trouver des personnes un peu référentes dans chaque région qui pourraient justement développer dans leur région ces activités-là pour pouvoir offrir aux soignants notamment et aussi à d'autres corps de métier des protections pour pouvoir faire leur métier, je dirais, dans des bonnes conditions. Et on a aussi un groupe de famille WhatsApp et j'ai ma cousine qui vit à Hong Kong qui envoie une vidéo dans la rue. Et en fait, dans la rue, on voit des masques partout, partout, partout dans la rue. Et je lui dis, mais attends, mais comment ça se fait que vous ayez des masques partout? Nous, en France, on n'a rien, on n'a aucun masque. Les soignants, ils ont pas de masque. Et elle me dit, non, mais ici, nous, on n'a aucun problème pour avoir des masques. Et du coup, je lui demande s'il connaît quelqu'un qui saurait, voilà, qui saurait en acheter ou ce genre de choses. Et elle me dit, bah moi, j'ai un très bon ami, son métier, c'est d'importer, d'exporter du matériel médical, justement, tout ce qui va être protection individuelle et ce genre de choses. Pas des médicaments, mais vraiment tout ce qui va être EPI. Donc, elle me met en contact avec lui. C'est un Français qui vit à Hong Kong et qui a du coup une société d'import-export de protection médicale. Et donc, je rentre en contact avec lui. Alors évidemment, il y a le décalage horaire avec Hong Kong. Mais globalement, ça se passe bien. On se fait des audios. Il m'explique qu'il peut avoir des masques. Il peut envoyer un avion rempli de masques si besoin. Mais le seul problème, c'est qu'évidemment, faut avancer l'argent. Parce que à ce moment-là, évidemment, tout le monde cherche à acheter des masques. Normalement, il y a un paiement à 30 jours, 60 jours, mais là, on paye comptant, étant donné que c'est à flux tendu et que le premier qui paye, il a les masques, en gros. Et donc, je lui demande pourquoi en France on n'a pas de masque et il m'explique très clairement que c'est parce que l'État, le gouvernement, avec toute l'administratif et la lenteur administrative qu'on connaît de la France, et ben on demande justement des ristournes, on demande un paiement à 60 jours, à 30 jours, et que du coup on n'arrive jamais à récupérer ces masques-là. Donc moi, et il me dit que si je veux acheter des masques, alors je crois qu'à ce moment-là, évidemment, le prix des masques avait explosé, hein, mais je crois qu'à ce moment-là, c'était une centaine de milliers d'euros pour pouvoir justement importer des masques en quantité importante. Hein. C'était plusieurs centaines de milliers de masques, si je dis pas de bêtises. Et donc à ce moment-là, je me dis que, alors j'ai évidemment pas ces sous. Hein. À ce moment-là, je me dis qu'il faut que je trouve donc cet argent. Donc je vais me rapprocher euh, de groupes comme le Lions Club et le Rotary Club pour justement pouvoir voir ce qu'il est possible de faire. Et notamment, je me rapproche d'un président du Rotary Club qui va me dire que c'est pas impossible, euh, qu'il faut qu'on étudie la solution. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je lui présente le projet de façon hyper lucide, hyper, je dirais, professionnelle. Et donc, voilà, tout se passe bien. Et, euh, et c'est aussi à ce moment-là que, en parallèle de ça, parce que tout ça, c'était vraiment très intense et ça s'est passé au final sur quelques jours, quelques semaines. Mais en parallèle de ça, je continue à trader euh, quand je trouvais le temps de le faire, évidemment. Et en fait, pendant ces premiers jours, semaines de Covid, euh, je tradais énormément. Au tout début, un peu avant ces projets-là, je tradais énormément et j'avais gagné beaucoup d'argent au final. J'étais parti, je me rappelle, de 2000 euros et en 2 mois, j'étais monté à 150 000 euros avec un volume de trading énorme. Et j'avais réussi à trouver, je dirais, plus ou moins une technique, si on peut simplifier ça, qui fonctionnait bien. Et je me rappelle qu'un jour, il y a eu un gros crash au début du Covid sur les cours des crypto-monnaies et j'ai perdu justement ces 150 000 euros, moi je dirais en quelques heures, ça devait être en une journée à peu près, en essayant de rattraper les pertes. Et donc j'ai tout perdu. Et quelques jours plus tard, j'ai aussi mon grand-père qui est parti, qui est décédé. Et j'ai pas pu aller à l'enterrement parce qu'il y avait eu, j'étais soupçonné d'avoir le Covid, donc je pouvais évidemment pas prendre le risque hein, de transmettre le Covid à toute ma famille, surtout qu'à ce moment-là, on savait pas trop les conséquences. Donc tout le monde en avait très peur. Donc il y a eu cette période-là aussi qui a été compliquée. En plus de ça, mes parents
nous apprennent qui vont se séparer, qui vont divorcer. Et donc toutes ces informations-là, tout ça se déroule en quelques temps. Et ça fait évidemment beaucoup de choses à porter sur les épaules en même temps. À ce moment-là, ma mère, elle est évidemment avec mon père dans la même maison au confinement. Ça se passe pas bien évidemment, comme on peut s'en douter avec la situation actuelle et le fait qu'ils se séparent. Et donc en parallèle de ça, je dois gérer ça. J'ai ma mère en pleurs au téléphone. Je sens vraiment qu'elle va pas bien. Elle me dit qu'elle veut aller ailleurs pour pouvoir passer le confinement tranquillement et pas dans cette ambiance évidemment de séparation et d'engueulade avec mon père. Et évidemment, c'est pas possible parce qu'elle peut pas se déplacer. Donc moi, étant donné que je suis en contact avec beaucoup de soignants, euh, je fais un papier à ma mère pour qu'elle puisse se déplacer. Sauf qu'elle voulait pas que mon père le sache. Et donc du coup, elle part un matin avec la voiture et elle rentre dans l'autre appartement qu'on avait. Euh, et du coup, ça lui permet un peu de se changer les idées et d'aller mieux. Donc, donc c'était des choses aussi à régler en parallèle. Donc je faisais beaucoup de choses à ce moment-là. Encore une fois, tout ça s'est déroulé sur quelques jours, quelques semaines. Et, euh, et donc ça fait beaucoup. Et donc je suis toujours dans cette hyperactivité où je fais beaucoup de choses. En parallèle de ça, donc il y a le site où on reçoit beaucoup de demandes. Et, et on veut donner un peu plus de visibilité au projet pour pouvoir avoir plus de gens qui aident et vraiment recenser au mieux les demandes. Donc moi j'ai une connaissance qui est avec moi au lycée, qui est multi-champion du monde dans son activité. Et donc je me rapproche de lui, il a beaucoup de connaissances, de followers, etc. autour de lui. C'est quelqu'un qui est toujours, j'ai vu quelqu'un comme toujours très sympathique, très accessible. Et donc je me rapproche de lui et il me dit très rapidement que le projet est intéressant et de, de par différents aspects. Et donc il me dit, faudrait que tu contactes ma manageuse qui est quelqu'un qui gère justement sa communication notamment. Donc il met en contact avec cette personne-là et je me rappelle que où je l'appelle, je raconte d'une traite mon histoire, tout ce qui s'est passé ces derniers jours, dernières semaines. Et je me rappelle que ça prend à peu près 1 heure au téléphone où je parle non-stop, je lui raconte tout. Et à la fin de ces 1 heure, je tombe de fatigue et elle me dit que c'est une histoire qui est évidemment riche en émotions et que elle va justement essayer de donner plus de visibilité au projet. C'est quelqu'un qui connaît énormément de monde. Alors, on peut le voir notamment sur son Instagram. Elle est en photo avec des grands athlètes. Elle suit beaucoup d'athlètes, notamment des Jeux Olympiques. Elle est aussi en photo avec des politiques, avec des présidents, avec des ministres, avec des stars, etc., etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît beaucoup de monde et qui a de l'influence. Et donc ça, je le comprends assez rapidement. Et donc je lui parle aussi notamment du trading et, euh, et je lui raconte, bah voilà, je lui parle un peu de mon quotidien, de qui je suis, de ce que je fais, etc. Et notamment ça l'intéresse et on continue à communiquer, je dirais assez fréquemment par SMS. On s'envoie des SMS, mais en toute amitié, je dirais, parce que il y a un certain lien qui s'est créé. Et je me rappelle qu'à un moment donné, on parle de trading et ça l'intéresse et on va s'appeler et elle va me dire, par contre, faut que je te dise un truc, euh, tu seras sûrement sur écoute. Et, euh, et en fait, elle m'explique que elle a partagé notamment le site web à la ministre de la Santé à ce moment-là et, euh, et que du coup, elle commence à parler du projet à droite à gauche. Et elle me dit, par contre, si tu veux parler de choses un peu plus sensibles, et notamment des masques que je voulais importer depuis Hong Kong, elle me dit, on passe sur Telegram, je préfère qu'on passe sur Telegram pour éviter justement que ça soit écouté, vu, etc. Donc moi, à ce moment-là, je trouve ça assez bizarre, mais j'y prête pas spécialement attention. C'est la première fois qu'on me dit, tu vas être sur écoute. J'y crois à moitié, à vrai dire, j'y crois à moitié.
Et à ce moment-là, j'avais un téléphone que j'avais acheté juste avant le Covid, qui était un super téléphone que j'avais payé une fortune, qui était ultra puissant, qui avait une grosse batterie, parce que je l'avais justement acheté parce qu'il avait une grosse batterie pour pouvoir trader sur mon téléphone et pas tomber en rate de batterie. Et donc c'était vraiment un téléphone qui marchait super bien. Et je me rappelle que du jour au lendemain, elle me dit ça du coup, et je crois quelques jours plus tard, hein, voire même le lendemain, je sais plus exactement, mon téléphone commence à faire des trucs vraiment bizarres. Il s'éteint tout seul. Quand je suis au téléphone, j'entends des bruits derrière. Et quand je laisse des messages sur WhatsApp, des fois on m'entend pas, des fois il y a des bruits de fond, des fois c'est comme si on a l'impression d'entendre quelqu'un derrière. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui arrive du jour au lendemain et qui fait des trucs bizarres. J'ai des applications qui s'ouvrent toutes seules, qui se ferment toutes seules. Et donc là, à ce moment-là, ça me conforte vraiment dans l'idée que je suis sur écoute et que je dirais que quelqu'un me suit, m'écoute et peut-être gère plus ou moins mon téléphone, j'en sais trop rien. Mais moi, à la limite, ça me dérange pas plus que ça. J'ai rien à me reprocher, j'ai rien à cacher. Donc, le seul truc, c'est que c'est vraiment handicapant au quotidien parce que mon téléphone devient vraiment ingérable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je, mon téléphone, c'est vraiment mon outil de travail pour les visières et pour le trading et tout. Donc, et mon téléphone devient vraiment ingérable, ça déconne complètement, j'ai des trucs qui se ferment tout seuls. Quand j'envoie des audios, ça fait des trucs bizarres, ça coupe, des fois il n'y a pas le son, des fois il y a... Enfin, voilà, donc ça devient vraiment bizarre, la batterie se décharge à une vitesse pas possible, alors que normalement il est censé tenir 2 jours sans problème, et que le téléphone, encore une fois, il est neuf, quasiment neuf. Et donc là, ça me conforte dans le fait que je suis sur écoute. Et donc j'en parle à Yann. Au début, il est très pessimiste, c'est quelqu'un de très terre à terre et qui a du mal à croire ce genre de choses. Et mais moi, d'ailleurs, je me dis pas que je vais être sur écoute. Et donc il me dit que lui aussi, il a son téléphone qui commence à faire des trucs bizarres et donc il commence à se dire que lui aussi est potentiellement sur écoute. On s'en fout un peu, à vrai dire, hein. C'est pas un problème. Le seul problème, c'est que nos outils déconnent, quoi. Donc c'est vraiment handicapant. Donc à ce moment-là, on continue du coup à fabriquer des visières en quantité importante. On en fabrique plusieurs milliers, on livre les hôpitaux sont contents, on se voit beaucoup de retours positifs, ça se passe bien. En parallèle de ça, la nuit, moi je travaille avec les personnes de Hong Kong qui avec qui j'essaie du coup d'apporter des masques. J'essaie de trouver des fonds via le Rotary Club et il y a le Lions Club. Ça avance doucement mais sûrement. Je crée aussi des liens avec ce président du Rotary Club qui paraît quelqu'un de très à l'écoute, très sympathique. Il m'explique aussi sa vie. Il m'invite à venir chez lui. Et donc voilà, je suis vraiment dans cette atmosphère où il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de moi, ce qui est normalement pas trop le cas. Mais ça se passe bien. J'ai une mémoire de dingue, ce qui est très étrange. Je suis très dynamique, trop dynamique sûrement. Je dors très peu, je mange quasiment plus. Mais par contre, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. J'ai les sens qui commencent à exploser. Je me rappelle que j'ai le goût qui se développe énormément. Le moindre truc que je mange, ça en devient délicieux. Euh, et j'ai un bagou qui est énorme, alors que de base, c'est pas vraiment le cas. C'est comme si j'étais un peu mon meilleur moi-même. C'est très jouissif. On a l'impression de vivre sa meilleure vie. On a l'impression d'être utile aussi, de par le projet avec les visières. Et je suis vraiment dans cette dynamique-là. Et donc, j'ai toujours ces problèmes de téléphone au quotidien, et je me rappelle que ça commence vraiment à m'énerver, et je rentre un peu dans une parano, parce que du coup, on se dit, mais si on m'écoute là, est-ce qu'on n'a pas posé des micros dans mon appartement? Donc je me rappelle que je démonte à un moment un amplificateur pour voir si ça, justement, ça brouille le signal de mon amplificateur avec l'émission des micros. Ça permet de détecter s'il y a des ondes qui passent, ce genre de choses. Et donc je me vois me trimballer avec cet amplificateur démonté et mettre la bobine de l'amplificateur proche des murs, etc. pour voir s'il y a des perturbations. Et aussi j'analyse mon téléphone et je vois plusieurs trucs bizarres. Donc là je commence à mettre du scotch sur les caméras de peur d'être vu et écouté. Et je mets du scotch un peu partout pour essayer de tout boucher sur les micros notamment là, de mon téléphone. Et quand je me déplace, à ce moment-là, je me déplaçais beaucoup en moto.
quand je me déplace, je commence aussi à regarder autour de moi, à voir si on me suit, si qui me regarde et ce genre de choses. Et je commence un peu à rentrer dans une parano et, et il se commence à se passer des trucs aussi bizarres. Ça, ça commence vraiment à être étrange, je dirais. Je commence à avoir une sensibilité énorme à tout ce que je vois et tout ce que j'entends. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'écoute quelque chose à la télé, enfin, ça peut être une musique, ça peut être un clip vidéo, ça peut être de la radio ou quoi que ce soit. J'analyse en fait les messages qui sont donnés au travers et je les interprète. Et je vais commencer comme ça à devenir hyper sensible, je dirais, à mon environnement, à mon entourage et, et analyser un peu tout, à rentrer dans une espèce de parano, ce genre de choses. Et je me rappelle aussi que donc je contacte cette fille-là, la manageuse, pour lui dire ouais bah écoute, j'ai mon téléphone qui déconne énormément depuis que tu m'as dit que je serais sur écoute. Peu importe si je suis sur écoute ou pas, mais faut vraiment que ça s'arrête parce que moi ça me devient hyper handicapant pour les activités que j'ai et c'est vraiment pénible parce que c'est handicapant pour les visières notamment et ça aide des soignants, etc. Et je me rappelle qu'elle me dit, alors j'ai jamais compris cette réponse, et je lui dis comment je pourrais contacter les personnes qui m'écoutent, etc. Et elle me répond, c'est eux qui viendront à toi. Et elle me répond juste ça. Et je trouve la réponse très étrange à ce moment-là. Et du coup, j'en deviens de plus en plus parano. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui va venir me voir pour peut-être me parler des masques, peut-être me parler des visières, euh, mais que c'est pour ça qu'on m'écoute et que du coup, on viendra à moi à un moment donné. Donc, je commence à être de plus en plus parano, à vraiment regarder autour de moi. Je dors toujours très très peu et à tout analyser, mais vraiment tout analyser. C'est-à-dire que je vais analyser les devantures de magasins, je vais analyser les personnes que je vois, je vais analyser vraiment tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Et tout ça, ça va résonner dans ma tête et je vais me créer une histoire avec ce que j'entends et ce que je vois. C'est-à-dire qu'en gros, je dis une bêtise, mais si dans un clip vidéo, on me dit, la personne dit, faut sortir à 10h, et ben moi je vais l'interpréter comme un message qu'il faut que je sorte à 10h. Et ça va être comme ça tout le temps. Tout ce que je vais entendre, tout ce que je vais voir, je vais l'interpréter. Un peu comme si, à ce moment-là, je me dis que ça fait un peu comme dans Matrix, comme si je sortais de la matrice et que j'avais un peu accès à la réalité et qu'on essayait justement de me passer des messages pour sortir de la matrice. C'est un peu étrange, hein, mais c'est un peu comme ça que je le voyais. Et, et donc du coup, voilà, je dors toujours très peu. La journée, je bricole encore les visières, j'essaie de tout organiser. L'histoire est encore plus complexe que tout ça, hein, j'essaie de résumer un maximum. Et je rentre dans cette parano-là et je commence aussi à en parler à un ami qui, qui travaille notamment en Chine à ce moment-là, qui était revenu juste avant le Covid, enfin pendant le Covid. Et du coup, on en parle assez souvent et lui me dit que lui aussi, il est sûrement sur l'écoute par les Chinois, que du coup, à chaque fois que je vais chez lui, on met les téléphones de côté, on boit un verre, on fume une clope et on se raconte un peu tout ça, et on parle de ça, et moi je lui explique mes théories, qui sont vraiment pas des théories du complot, ce genre de choses, hein, c'est vraiment, j'essaie de comprendre euh, pourquoi il y a ce Covid-là, est-ce qu'il pourrait y avoir des raisons géopolitiques ou ce genre de choses. Et donc c'est vraiment des discussions, je dirais, ouvertes, qui sont des fois parfois absurdes sûrement, enfin, mais ça, c'est pas de la parano pour autant, à ce moment-là, c'est juste, c'est de peut-être se dire à qui profite le crime s'il y a vraiment une raison, et etc., quoi. C'est vraiment de la discussion. Et lui, il va m'expliquer que c'est possible que je sois sur écoute, c'est possible que je sois sur suivi, et que du coup, à ce moment-là, je me rappelle que j'analyse de plus en plus mon environnement et ce qui m'entoure. Et je me rappelle que je pars en moto, et là, je vois une voiture, je me rappelle, c'était une Mégane bleue avec la couleur de la police, mais qui avait pas les badges de police, etc. Et à l'intérieur, il y avait un gars qui faisait très militaire, cheveux rasés, un peu baraque, etc. Et on s'arrête au feu rouge, j'étais à côté de lui, moi j'étais en moto, lui donc il était en voiture, et je me rappelle que je me dis, bah, je vais faire des choses improbables pour voir comment il réagit. Donc je me rappelle que je le fixe pendant tout le feu rouge, je le regarde, et lui il me regarde jamais, il ne tourne pas la tête, sachant que je suis vraiment collé à sa fenêtre quasiment. Moi je suis en moto encore une fois, et je le fixe. Et il réagit pas. Donc moi je pars en moto devant évidemment, je fais un tour de rond-point, et le mec part. Donc après je continue.
et il va y avoir une autre voiture. Alors encore une fois, on est en plein confinement, il y a très peu de voitures dans les rues, voire quasiment aucune. Et ce qui me paraît étrange, c'est que souvent il y a des contrôles de police et que je me fais jamais contrôler. Je suis jamais contrôlé alors que la moindre voiture se fait arrêter. Moi, je me fais jamais contrôler. Pourtant, je fais énormément de bornes, hein. Je fais peut-être 50 bornes par jour pour aller voir mon pote, pour livrer des visières, ce genre de choses. Et je me fais jamais contrôler. C'est un truc qui m'a toujours paru bizarre. Je me rappelle également d'une autre fois où j'étais en moto et j'étais sur une départementale qui devait être limitée à 80-90. Et du coup, j'étais tout seul sur cette départementale, il y avait personne. Encore une fois, c'était confinement. Et je faisais attention aux potentielles voitures qu'il pouvait y avoir, du coup, à chaque entrée, je regardais ce qui se passait. Euh, et il y avait personne derrière moi, et je regardais toutes les entrées, etc. Personne qui rentre sur cette route-là. Et d'un coup, je vois une voiture arriver hyper rapidement derrière moi. Moi, je devais rouler à 110 au lieu de 80-90. Et elle arrive hyper vite, je la vois dans le rétro. Et d'un coup, elle se met derrière moi, mais à une petite distance quand même. Et elle se met derrière moi. Je comprends pas, parce qu'elle devait rouler au moins à 160, 170 pour me rattraper aussi vite, alors je roulais à 110. Et elle se met derrière moi, donc je trouve ça bizarre. Je commence à ralentir, je me mets à 100, puis 90, et elle reste derrière moi. Puis après, vraiment, je ralentis énormément pour qu'il me dépasse, et voilà, je comprends pas, quoi. Et je me mets à 70, 60, 50, et le mec reste derrière moi. Je fais fin de sortir, et comme s'il me suivait, quoi, réellement. Et du coup, moi, je me mets à sa hauteur, et je regarde à quoi il ressemble. C'était un gars qui avait un peu un look de militaire, si on peut dire, les cheveux rasés également, et du coup, ça me confortait un peu dans cette idée que j'étais potentiellement suivi, ou quelque chose comme ça, quoi. Cette période-là, je dors quasiment plus. Je peux dormir peut-être 2 heures, 3 heures par nuit max, et encore, je suis même pas sûr. Je commence vraiment à sentir quelque chose qui tourne plus très rond dans mon corps, dans ma tête. Ça se voit que je suis extrêmement fatigué, j'ai beaucoup maigri, j'ai une grande barbe, je prends plus le temps de me raser, parce que je rate pas toute la journée. Et je suis vraiment fatigué de chez fatigué, j'ai toujours un débit de parole énorme. Les gens arrivent pas à me suivre quand je parle, quand j'essaie d'organiser les choses. Je vais trop vite. Non pas que ça soit, je dirais, déréglé, mais je vais vraiment trop vite. Je dis des choses correctes, mais beaucoup trop rapidement. Ce qui fait qu'on me dit souvent qu'on n'arrive pas à me suivre. Et, euh, et je deviens hypersensible à plein de choses. Encore une fois, à ce qui m'entoure, aux messages que j'entends. Et je suis de plus en plus parano. Et j'ai vraiment ce sentiment que il y a quelque chose qui se passe, mais que je sais pas le définir. Des fois, je me dis que j'ai l'impression d'être dans un Truman Show, avec ces personnes qui courent dans la rue. Il y avait uniquement, à ce moment-là, il y avait personne ils pouvaient sortir uniquement s'ils faisaient du sport. Donc ça faisait un peu fake, je trouvais. Il y avait personne dans les rues, mais il y avait ces personnes qui couraient comme des robots. Et je me rappelle qu'il y avait des choses assez étranges qui se passaient. Quand je sortais en moto, il y a quelques personnes qui venaient dans la rue. Je me rappelle qu'ils me faisaient un pouce en l'air. Il y a beaucoup de personnes qui me faisaient ça. Et je comprenais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était peut-être je sais pas, des policiers en civil qui me faisaient un signe ou quelque chose que je contrôlais pas, que je comprenais pas. C'est vraiment arrivé souvent, et c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé auparavant, quoi. C'est vraiment arrivé que dans cette période-là. Je comprenais pas. Et, euh, et donc je me posais beaucoup de questions, j'essayais de comprendre. C'est comme si il y a quelque chose que je contrôlais pas, qui se passait, que je comprenais pas. Donc je sens que je commence un peu à perdre pied, et mon entourage le voit aussi. Euh, je suis toujours, je dirais, lucide, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus fort, plus profond qui se passe, et que je peux pas contrôler. Et donc à ce moment-là, j'ai un pote là que je vais voir souvent du coup, qui alerte ma mère, qui lui dit que je vais pas bien, qu'il y a quelque chose qui se passe. Personne n'arrive vraiment à le définir, mais que ça serait bien que j'aille voir, que j'aille à l'hôpital pour justement faire un pseudo check-up, quoi. Et, euh, et donc ma mère m'appelle, elle me dit ça serait bien que t'ailles, il y a Saint-Anne qui est pas loin, ça serait bien que t'ailles là-bas
pour voir si quelque chose qui déconne. Et, euh, et donc, elle me dit, t'as qu'à y aller avec ton pote Thibaut, il va t'accompagner, et vous irez tous les deux. Donc moi, pour lui faire plaisir, je dis ok, on va y aller, on ira demain avec Thibaut, et puis après, comme ça, tu seras rassuré. Et c'est vraiment un moment où je perds pied, je sens que qu'il y a quelque chose qui se passe, ouais. Et à ce moment-là, je sais pas quoi, encore une fois, je sais pas quoi. Je deviens hypersensible à tout ce qui m'entoure. Je suis dans l'analyse à H24. J'ai encore l'impression, ouais, peut-être d'être Néo, peut-être d'être... Il y a un espèce de sentiment de... comme si je comprenais quelque chose que les gens ne comprenaient pas, comme si je voyais quelque chose que les gens n'arrivaient pas à voir, et, euh, et qui était inexplicable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en parler. C'est évidemment incompréhensible par les gens qui nous entourent. Donc on garde ça pour soi, on analyse, on essaie de comprendre, mais on comprend pas. Donc on se pose plein de questions, on se fait plein de scénarios. Et donc le lendemain, du coup, faut que j'aille à l'hôpital. Et moi, je le vis un peu comme s'il y avait quelque chose à faire, comme s'il y avait quelque chose derrière, comme si c'était un message un peu codé. Il fallait que j'aille là-bas, mais pour faire quelque chose. Et je me rappelle que je devais y aller avec mon pote, mais j'ai cette impatience d'y aller parce que faut que je le fasse et faut que ça soit fait et basta, quoi. Et à ce moment-là, je me dis, ça se trouve, c'est peut-être un espèce de Truman Show quand je vais sortir. On va m'applaudir, je dis ça en déconnant, mais il va se passer quelque chose et on va me dire, bah voilà, ta vie c'était un canular ou un truc comme ça, quoi. Et, euh, et je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me dis que je veux sortir de l'immeuble, euh, sans avoir aucun papier d'identité, aucun téléphone, rien sur moi, quoi, en ayant les poches vides. Donc, et je me dis que, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me dis que quelqu'un va rentrer dans mon appartement quand j'y serai pas. Et donc, je mets en place des stratagèmes pour savoir si quelqu'un est rentré dans mon appartement. Et je me rappelle que dans l'entrée de mon appartement, il y avait un grand tapis qui prenait toute la largeur de l'entrée. C'est-à-dire qu'on était obligé de marcher dessus. Je mets des pattes sous le tapis avec une forme. Comme ça, je me dis que si quelqu'un rentre dans mon appartement, il sera obligé de passer sur ce tapis-là. Il cassera les pattes et au pire, il pourra peut-être remettre des pattes, mais il saura jamais la forme que j'avais fait. Et donc, c'est un moyen relativement simple de savoir si quelqu'un est rentré dans l'appartement. Et je ferme tous les rideaux et je laisse tout sur place, mon téléphone, mes clés, je claque la porte. Donc concrètement, je pouvais plus rentrer après dedans, hein. Donc je claque la porte comme si je savais que quelque chose allait changer une fois que je sortirais de cet appartement. Et donc je pars vers Sainte-Anne. Alors je suis quelqu'un qui est très nul en orientation, je suis capable de me perdre dans ma rue. Et vu que j'avais pas de téléphone, j'avais rien, et qu'il y avait pas grand monde dans la rue pour me guider, bah je marche en pensant que c'était la bonne direction. Donc je mets beaucoup de temps à arriver jusqu'à l'hôpital Sainte-Anne. Et j'arrive dans l'hôpital et là il y a une entrée. Et en fait, je comprends pas ce qu'il faut faire, hein. Je sais pas, c'est un hôpital qui est énorme et une espèce de gardien à l'entrée et je comprends pas ce que je dois faire. Et donc je lui dis bah je viens voir un tel. Il me dit ouais non, mais un tel ça n'existe pas. Et euh, et du coup je me dis bah qu'est-ce qu'un fou ferait pour entrer à Sainte-Anne? Et juste je rentre comme ça sans donner de raison et on m'arrête pas. Donc je rentre dans l'hôpital et en fait il y a plein de bâtiments différents. Je sais pas où faut aller, parce que c'est vraiment immense. Donc je rentre dans un premier bâtiment et je fais un peu on va dire du urbex, parce que c'était un bâtiment qui était plus ou moins abandonné, donc je me balade, je me perds dans les bâtiments, etc. Et je me balade, et à un moment donné, je sais plus quoi faire, je sais pas où aller, et je comprends pas ce que je dois faire. Comme si j'avais une mission, comme si c'était un espèce de labyrinthe. Il fallait que je trouve la sortie, mais je savais pas par où passer. Et comme je me sens bloqué, je me dis qu'est-ce que je peux faire? Et là, devant moi, il y a les interrupteurs là qu'on casse pour sonner l'alarme. Donc j'en casse un premier. Donc évidemment, ça sonne partout dans l'hôpital. Et là, je vois des gens qui s'affolent, etc. Et il se passe rien. Et les gens m'ont vu casser l'alarme. Donc je comprends pas. Donc je continue à marcher tout doucement. Je continue à divaguer dans les couloirs et j'en casse un deuxième. Et là, il y a des trucs de sécurité qui tombent. Je pense que c'est pour le feu, ou genre de choses. Et pareil, il se passe rien. Je comprends pas non plus. Alors évidemment, là, c'était très idiot de faire ça, hein. Mais sur le moment, moi, j'étais dans un degré d'urgence, j'étais déconnecté, et donc voilà. Et il se passe toujours rien. Donc j'en claque un troisième. Et
il se passe rien non plus, donc je comprends pas. Donc je sors de l'hôpital, il y avait un espèce de grand parc au milieu des différents bâtiments et je m'assois. Je m'assois et je me rappelle que dans un clip que j'avais regardé juste avant de partir, il y avait quelqu'un qui montait dans un échafaudage et qui volait en sautant d'échafaudage. Donc je me dis que c'est peut-être ça que je dois faire. Et à côté de là où je suis assis, il y a un grand échafaudage. Donc j'attends un peu et je commence à me diriger vers l'échafaudage pour monter de l'échafaudage. Je sais pas trop ce que j'aurais fait là-haut. Et là, il y a le mec de la sécurité qui m'arrête, qui m'interpelle et qui me dit, qui me dit de venir avec lui, donc il m'emmène dans un petit bâtiment. Il me dit, ok, on sait que c'est toi qui as claqué les alarmes, on va appeler les flics. Donc là, je donne un faux nom, etc. Puis il appelle le directeur de l'hôpital ou quelque chose comme ça. Et le directeur dit, non, non, emmène-le aux urgences psychiatriques. Donc j'arrive aux urgences psychiatriques, ça doit être un début, milieu de journée, ça doit être 15-16 heures, quelque chose comme ça, je pense. Et donc, quelqu'un m'accueille, et j'explique la situation, je donne un faux nom. Et, euh, et du coup, on me dit, bon, bah, attends là. Donc c'est une petite salle, en fait, où il y a une petite cour derrière. Et la cour, elle est fermée par des grillages de 3 mètres, donc c'est impossible d'en sortir. Et il y a des personnes qui défilent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Et moi, je reste là. Et il se passe rien. Il se passe vraiment rien. Il y a personne qui vient me voir. Tout le monde sait que je suis là, parce que je suis visible par tout le monde. Et personne ne vient me voir. Donc j'attends. J'attends des heures, des heures. Et je me rappelle, il commence à faire nuit. Et il se passe toujours rien. Et je comprends pas pourquoi. Et du coup, je vais les voir et ils me disent, oui, on va attendre que la prochaine équipe de nuit arrive. Donc j'attends. Et au même moment, il y a des messages radio qui passent. Du coup, il y a une radio qui tourne dans la salle d'attente. Et c'est pareil, j'analyse les messages, j'essaie de comprendre s'il y a quelque chose à faire, si je dois faire quelque chose, si on me donne des informations via cette radio-là. Et je me rappelle qu'à un moment, je suis tout seul dans la salle d'attente, et il y a une fille qui était là juste avant et qui part, et qui laisse 2 bonbons sur sa chaise. Elle mangeait des haribots et elle laisse 2 bonbons. Et il y a un bonbon rouge, un bonbon bleu. Et là, je me dis, non, mais c'est quoi ce délire, quoi, c'est pas possible. Et mais là, je suis ultra fatigué, je tiens plus debout, donc je laisse un peu tout tomber. Et là, il y a quelqu'un qui vient me voir et il me dit, raconte-moi ce qui s'est passé. Je lui raconte. Il me donne un médicament et là, je m'endors comme un bébé, et ce qui n'était pas arrivé depuis des semaines et des semaines. Et du coup, il m'emmène. Alors j'étais, je dirais, inanimé dans le sens où j'étais pas conscient. Il m'emmène du coup dans un premier temps dans une salle de quarantaine. Et c'était le Covid. Ça, j'en ai absolument aucun souvenir, on me l'a raconté. Et ensuite, du coup, je passerai un mois à Sainte-Anne. Au début, on me gave de médicaments. Je me rappelle qu'au début, j'arrive même plus à parler, tellement les médicaments sont forts. Il y a des effets secondaires énormes, mais je suis obligé de les prendre. On me dit que c'est pour me faire redescendre. On m'explique pas vraiment ce que j'ai. On me dit qu'il faut que je prenne ces médicaments-là pour redescendre. Donc, je les prends. Et je dirais, je fais le bon toutou et je respecte ce qu'on me dit en me disant que plus vite, mieux ça se passe, plus vite je suis sorti, quoi. Au début, j'ai pas mon téléphone, puis on me le redonne assez rapidement. Euh, donc là, je peux appeler les gens, je peux appeler mes potes, ma copine, etc. Et donc j'appelle mon pote Yann, et il me raconte en fait que c'est parti complètement un peu en couille quand je suis parti à Sainte-Anne. Et il m'a dit que en fait, comme j'étais injoignable et que mon pote Thibaut devait venir m'accompagner et que j'étais pas là, mon pote a appelé ma mère. Ma mère a appelé Yann. Alors Yann, il habitait quand même au moins 3/4 d'heure de chez moi. Donc Yann est venu sur place. Il a réussi à rentrer dans l'immeuble. Du coup, il est arrivé devant ma porte et il m'a appelé. Il a entendu que mon téléphone sonnait dans l'appartement. Donc il s'est inquiété. Il a évidemment prévenu ma mère. Et en fait, ils ont appelé les pompiers. À ce moment-là, lui, il pensait que je m'étais suicidé, du coup, dans l'appartement. Et donc, les pompiers sont arrivés. Toutes les fenêtres étaient fermées, donc c'était pas possible de voir. Enfin, les rideaux étaient fermés, donc c'était pas possible de voir à travers les fenêtres. Donc, apparemment, les pompiers n'avaient pas le droit d'ouvrir, ce qui me paraît étrange déjà. Et donc, ils ont appelé la police. Donc là, la police est arrivée, et plusieurs policiers.
Et ils ont commencé à mettre en place un périmètre de sécurité. Mon pote Yann a été, je dirais, écarté un maximum de l'immeuble. Et ensuite, on sait pas pourquoi, on connaît pas la raison. Personne ne sait expliquer, mais ils ont appelé le raid. Donc le raid est venu sur place. Ils ont bloqué l'immeuble, ils ont vidé l'immeuble, ils ont vidé l'immeuble d'en face. Ils ont bloqué la rue, ils ont coupé le gaz dans la rue, même dans le quartier peut-être. Ils ont mis des snipers dans l'immeuble d'en face. Il y avait un nombre incalculable de voitures de police dans la rue. Ils ont fouillé tout l'immeuble, tout mon immeuble. Et du coup, ils ont fini par défoncer la porte de mon immeuble, qui était une porte blindée, pour rentrer dans mon appartement. Ils ont fouillé mon appartement et ils sont repartis. Donc à ce jour, je sais toujours pas pourquoi le raid est venu chez moi. La raison qui a été évoquée, c'est qu'ils ont eu information comme quoi j'étais armé dans l'immeuble, dans l'appartement, avec un enfant et un couteau, sachant que j'ai pas d'enfant, que je suis pas quelqu'un de violent, je l'ai jamais été de ma vie, et que je suis pas armé, et qu'en plus de ça, il y avait aucun enfant dans l'immeuble. Donc c'est une raison qui m'a toujours paru absurde, et on n'a jamais compris pourquoi le raid était venu. Alors, moi, je l'ai toujours pensé que c'était pour fouiller mon immeuble, parce que je, je pensais que j'étais sur écoute et je le pense toujours, hein. Là-dessus, j'ai absolument aucun doute. Et que du coup, ils voulaient fouiller mon appartement pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, ils ont fait un rapport à la psychiatre. Et en fait, quand j'étais à Sainte-Anne, et en fait, la psychiatre, les premières questions qu'elle m'a posées, c'était de savoir pourquoi j'avais autant de téléphones chez moi, qu'est-ce que je faisais avec ces téléphones-là, et ce qui m'a toujours aussi paru décalé par rapport à la situation. Et notamment, la psychiatre a mis du temps à mettre des mots sur ce qui se passait réellement chez moi, et elle a fini par me dire une phrase très simple sans l'expliquer, bah voilà, vous êtes bipolaire type 1, faudra vivre maintenant avec toute votre vie. Mais sans vraiment m'expliquer ce qu'était cette maladie, j'en avais aucune connaissance. Et ensuite, je suis resté du coup 1 mois à Sainte-Anne, avec des médicaments à prendre, donc du lithium et ce genre de choses. Et c'est là qu'a commencé, je dirais, la descente aux enfers. Donc, à ce moment-là, ça a vraiment été compliqué pour moi. Donc, tous les projets se sont arrêtés, de par mon état, de par les médicaments que j'avais à prendre. Les médicaments me cassaient vraiment. C'était très compliqué de les prendre. En plus, il y avait un suivi très rigoureux qui est nécessaire avec le lithium. Il faut un dosage très précis et il y a besoin du coup de faire des prises de sang, d'avoir une rigueur que moi je déteste. Je suis pas quelqu'un qui fait la même chose tous les jours, qui aime avoir cette récurrence dans les actions et du coup devoir prendre mes médicaments, devoir faire des prises de sang, etc. C'est quelque chose que j'aime pas. En plus de ça, j'avais des rendez-vous dans un centre pour savoir comment j'allais, etc., pour faire mon suivi médical. Et en fait, rapidement, on me dit, bah voilà, donc vous êtes bipolaire, type 1, vous allez devoir vivre avec ça toute votre vie. Ça va être compliqué pour travailler. Vous savez, vous pouvez être reconnu comme travailleur handicapé, avoir des allocations. Voilà. Alors moi, c'est quelque chose qui a été très dur à entendre, parce que je pensais vraiment qu'il allait avoir un avant et un après, et que l'après ne serait jamais comme l'avant. C'est-à-dire qu'en gros, que je retrouverais jamais ma vie d'avant. Et c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit, et que j'ai eu du mal, et qui m'a fait beaucoup de mal. Et donc j'ai commencé vraiment une descente aux enfers. À partir de là, j'avais plus aucun projet encore une fois. Ça se passait de moins en moins bien évidemment avec ma copine à ce moment-là. Et j'ai commencé à sombrer assez rapidement. J'avais plus rien à faire au quotidien. Mes projets, c'était un peu péter la gueule du fait que pendant un mois j'étais à Sainte-Anne et que sans moi il y avait plus cette énergie autour du projet et que évidemment j'en s'inquiète aussi un minimum pour moi. Donc ça avait un peu tout cassé, ça avait cassé l'engouement, ça avait cassé l'énergie, la dynamique de tous ces projets-là. Et donc j'avais plus vraiment de raison
au quotidien de m'animer, je dirais. J'avais plus de passion et je suis vraiment tombé de plus en plus dans une dépression euh, qui a été de plus en plus profonde. Donc j'allais voir le CMP qui me disait qu'il fallait prendre d'autres médicaments pour pouvoir justement contrer cette dépression-là. Alors quand on est bipolaire, on peut pas vraiment prendre de médicaments contre la dépression, sinon il y a un risque d'aggraver la situation. On me donnait des médicaments pour me faire dormir, pour me casser, que je vivais très mal, parce que je devenais un zombie. Et j'ai commencé vraiment à aller très mal, à arriver dans une profonde dépression, à pleurer tous les jours, à appeler ma mère en pleurs tous les jours, plusieurs fois par jour. Je me rappelle, je restais dans mon canapé à rien faire. Et c'est que c'était vraiment un moment très difficile dans ma vie. Et j'ai commencé à avoir des idées noires assez rapidement. Et, euh, et vraiment avoir un quotidien horrible et me dire que la vie ne valait plus le coup d'être vécue avec ce qu'on m'expliquait et ce que je pensais qu'allait devenir mon futur, c'est-à-dire justement sans vraiment de projet. C'était la seule chose qui m'animait au quotidien. Et puis, euh, et puis voilà, il s'est passé plusieurs semaines, plusieurs mois très très difficiles où chaque lendemain je me disais que j'allais en finir. Et ma mère, qui a été vraiment le principal pilier, je dirais, dans cette situation-là, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup soutenu. Je pense que sans elle, je serais plus là pour en parler aujourd'hui. Et petit à petit, avec des petites choses, j'ai essayé de faire un peu de peinture, j'ai essayé de faire euh, des petits trucs, des petits bricolages, de la domotique, ce genre de petites choses, mais essayer de me projeter. J'ai commencé à remonter tout doucement. En plus de ça, j'avais quitté mon travail en pleine phase maniaque. Et parce qu'à ce moment-là, on se dit que on a plein de projets qui nous attendent, on a un beau futur, et donc on a plus besoin de travailler, on aura des projets qui vont s'ouvrir à nous. Donc j'avais quitté mon travail, donc j'avais plus de travail, et donc voilà, j'ai vraiment plus de raison de vivre à ce moment-là, quoi. Et tout doucement, j'ai réussi à remonter la pente, vraiment tout doucement, avec ma mère qui m'aidait, qui m'aidait à trouver des solutions pour aller mieux, qui me donnait des idées d'activités, qui était surtout très à l'écoute. Même si des fois je racontais rien au téléphone, je passais un quart d'heure à pleurer, mais elle était là à m'écouter, à me consoler, et c'était vraiment nécessaire. Et j'ai commencé tout doucement à remonter, j'ai commencé à chercher un travail, et j'ai fini par trouver un travail. Et comme ça, j'ai commencé à remonter la pente. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je prends plus aucun médicament. Je pense que j'ai réussi à trouver mon équilibre. J'ai réussi à monter tout doucement la pente avec ce premier travail. Ensuite, avec l'achat d'une ferme avec une grange. C'était un projet qui me tenait à cœur. Je fais tout seul tous les travaux, ça m'occupe beaucoup, évidemment, ça me prend beaucoup d'énergie, mais je pense qu'avec le temps, j'ai compris que j'avais ce besoin d'avoir beaucoup de projets, que ça soit dans différents domaines. Ça peut être dans ce domaine-là pour la rénovation de ce corps de ferme, mais aussi dans des projets entrepreneuriaux. J'ai toujours, je dirais, des années de projets devant moi. C'est une nécessité. Je sais que quand un projet s'arrête, j'en ai toujours un autre qui peut apparaître. Certains, je pense que la plupart des gens ne comprennent pas toujours. Ils pensent que je suis soigné, mais c'est évidemment toujours sur le fil. Je sais que je peux replonger rapidement et que ça peut aller très vite. En quelques jours, je sais que je peux être très mal. Donc j'ai ce besoin de me trouver des occupations, quelque chose qui me tient l'esprit, qui me garde l'esprit éveillé et qui m'anime surtout, pour pouvoir rester un peu entre ces deux niveaux, entre la phase maniaque et la phase dépressive. Donc c'est mon médicament au quotidien, toujours avoir des projets ras la gueule et, et essayer justement de garder cet optimisme. Donc je veux montrer au travers de ce récit que évidemment la bipolarité c'est une maladie qui est compliquée évidemment à vivre, mais aussi compliquée pour l'entourage.
chaque bipolaire est différent, évidemment, ça définit pas une personne, hein. On a son propre caractère, on a ses propres passions, ses propres envies. Et je pense que cette aventure m'a permis de mieux me connaître, de comprendre mieux comment je fonctionne, d'avoir plus de recul sur comment me soigner aussi au quotidien et comment appréhender le futur un peu plus sereinement. C'est un travail évidemment quotidien. J'essaye de faire en sorte que ça se voit le moins possible, que ce soit avec ma copine avec qui je suis actuellement et avec qui ça se passe très bien, ou avec mes amis qui m'entourent. J'essaie de faire en sorte d'être, on va dire, un peu monsieur tout le monde. Sauf que la réalité, elle est évidemment tout autre. Moi, je le sens au quotidien, ces variations d'humeur. Il y a des jours où je peux être euphorique et des jours où j'ai un peu cette perte d'appétit. Mais j'essaie toujours de faire en sorte de rester entre ces deux eaux pour trouver mon équilibre. Je veux donner un message un peu d'espoir à tous ceux aussi qui sont touchés par cette maladie et aussi éclairer ceux qui la connaissent mal. C'est évidemment très difficile à percevoir pour l'entourage, difficile parfois à comprendre. Chaque cas est différent et les médicaments peuvent aussi évidemment jouer sur ces variations d'humeur. Je vous remercie de m'avoir écouté.